Alors, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Gojanda. Ici c'est Jacob Gomez, je suis formateur et développeur web. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer ici notre formation sur l'algorithmie. Bon, avant de rentrer un peu dans les détails de la vidéo et tout, j'aimerais vous expliquer un peu cette longue pause. Alors, si vous venez sur ma chaîne, ici vous tapez Gojanda dans la barre de recherche de YouTube, vous allez tomber sur ma chaîne. Actuellement, j'ai 69 vidéos à mon actif. Vous allez remarquer que cette vidéo date d'il y a 10 mois. J'avais commencé cette formation-là au niveau pour l'algorithmie il y a 10 mois, c'est-à-dire, je pense en décembre dernier. Mais je n'ai pas eu le temps de la finir parce que je préparais en fait un entretien pour un nouveau boulot que j'ai échoué. Voilà, j'ai échoué à cet entretien d'embauche parce que je n'avais pas euh, un très bon niveau en algorithmie. D'ailleurs, c'était à cause des algorithmes que j'avais échoué. Excusez-moi, donc du coup, quand je préparais en fait les interviews, donc je me suis dit qu'il sera beaucoup plus intéressant de faire de petites vidéos sur l'algorithmie. Malheureusement, avec tout ce qu'il y avait comme travail, boulot et préparation de l'interview, je n'ai finalement pas eu le temps de continuer au fait ça. Donc, quelques semaines plus tard, j'ai démissionné de mon boulot là où j'étais et donc j'ai trouvé un autre boulot. C'était pas le boulot que je voulais, mais j'ai quand même un autre boulot. Donc, vous savez, quand on démissionne et que on rentre dans un nouveau travail, c'est un peu compliqué parce que tu dois, pendant les 3 premiers mois, en tout cas pendant les 2, 3 premiers mois, tu dois quand même donner le maximum pour pouvoir quand même prouver à ton employeur que tu n'as, enfin, que tu as les compétences, quoi. Voilà, donc ça a été vraiment une longue période de ça. Puis après, il y a eu d'autres activités et tout, donc j'ai un peu délaissé YouTube. Donc je me suis dit, bon voilà, maintenant j'ai un peu le temps et j'ai vraiment envie aussi de retourner sur YouTube, de partager ce que je sais, aussi d'apprendre de nouvelles choses. Donc, je me dis pourquoi pas continuer en fait cette formation algorithmique que j'ai commencé. Parce que j'ai d'autres projets, je peux commencer une formation en JavaScript et TypeScript et tout, Vue.js, Adonis, React, enfin tout ce qui est front-end, un peu toucher un peu du back. Je dis quand même qu'il serait quand même intéressant d'avoir sur la chaîne cette formation d'algorithmie pour des personnes qui veulent pas en fait du JavaScript, qui puissent suivre cette formation-là afin de pouvoir quand même avoir l'essentiel pour sur la formation JavaScript qui sera vraiment intéressant. Alors les amis, c'était tout pour ce break, pour ce qui s'est passé depuis, voilà, je suis là maintenant et je prie le Seigneur, je prie Dieu quand même de pouvoir tenir jusqu'au bout. Donc voilà, aujourd'hui nous allons nous intéresser ici aux structures conditionnelles. Donc la vidéo ne sera pas très très longue, on va essayer d'expliquer rapidement c'est quoi les structures conditionnelles, ce que c'est, etc., etc. Donc pour commencer, je vais ouvrir ici mon fichier bloc-notes, vois, bloc-notes. Je vais ouvrir ici mon bloc-notes. Je vais vous dire un peu c'est quoi les structures conditionnelles. En fait, les structures conditionnelles, c'est tout simplement voilà, des structures qui vont vous permettre de conditionner en fait, vos instructions algorithmiques. Depuis, enfin, je me rappelle plus des vidéos, mais on s'était arrêté aux variables, mais tous les programmes qu'on écrivait, par exemple, c'était des programmes linéaires, c'est-à-dire des programmes où on allait dans un seul sens. C'est-à-dire, je me lève le matin, je fais tel des trucs. Mais lorsqu'il y aura des imprévus, le programme ne sait pas comment réagir. Supposons par exemple que je dois sortir de la maison. Ok, j'ai écrit un programme, je sors de la maison, je prends ma voiture, je vais. Mais quand, enfin, je sors de la maison, je marche à pied, et puis je vais travailler. Ou bien je prends une moto, je vais travailler. S'il pleut, je dois prendre le parapluie. S'il ne pleut pas, je ne prends pas. Ouais. Donc, quand il y a déjà un certain nombre d'imprévus, donc, on commence déjà par changer un peu le comportement de notre programme. Donc, c'est un peu la même chose. S'il pleut, je prends le parapluie. S'il ne pleut pas, bah, je ne prends pas le parapluie. S'il pleut, je prends la voiture. Sinon, je prends la moto. Ouais, là, comme ça, le programme devient de plus en plus dynamique et c'est ce qu'on va voir un peu dans cette vidéo-là. C'est ce qu'on appelle un peu les structures conditionnelles. Ce sont des structures qui vont nous permettre de pouvoir conditionner, en fait, notre programme en fonction d'un certain nombre de paramètres. Et relativement, la syntaxe, elle est assez simple. C'est tout simplement en français, on met tout simplement si. Ok, si on met ici une condition, par exemple, je préfère le mettre comme ceci. Si je mets ici une condition, hop, je mets ici une condition, alors, bon, souvent c'est comme ça, hein, alors, je mets ici l'action ou bien instruction ou action effectuée, et je ferme je fais mon fin si, voilà. Voilà, je fais mon fin si. Donc, de façon globale, voilà, une structure conditionnelle, par exemple, cette structure conditionnelle, on appelle la structure si. Si par exemple la condition ça peut être par exemple si il pleut, alors l'instruction ici sera de prendre en fait ici une voiture ou de prendre ici un parapluie. Tout simplement. Il y a une structure alternative à la structure si, qui est la structure sinon en français. Sinon.
Dans le sinon, je définis ici mon action. OK? Dans mon action, et je mets ici mon fin. Mon fin si. Bon, souvent dans le langage algorithmique, lorsqu'on doit imbriquer les éléments comme ça, le fin si est totalement en bas. Fin si est totalement en bas. Maintenant, pour s'y retrouver un peu, il y a ce qu'on appelle de l'indentation. Hein. Voilà, je fais mon truc comme ça. Et voilà, et puis et je mets le signe majuscule pour qu'on s'y retrouve un petit peu. Voilà, je mets mon truc comme ça. Donc ici, de façon globale, nous avons ici un si. Si par exemple une condition, sinon, voilà l'action ou bien l'instruction, et puis je fais mon si, je fais mon fin si ici. Ok, fin si, je vais y arriver. Fin si. Ok, donc voilà un peu de façon globale les structures conditionnelles. Hein. Donc nous avons ici un si, voilà une condition, et puis un sinon qui est la structure alternative de si. Ok, donc ici, je le disais, donc ici nous avons si, condition, alors, et puis les instructions. Maintenant, il faudrait faire attention. Donc, pour que pour que l'instruction si puisse s'exécuter, il faudrait que la condition soit vraie. C'est-à-dire, il faudrait ici que la condition soit vraie. Si elle n'est pas vraie, bah, c'est le sinon qui va s'exécuter. Maintenant, ici, cette condition-là, il y a plusieurs éléments qui déterminent le fait ici la validité de cette condition, qu'elle soit vraie ou pas. Donc, souvent, nous aurons voilà, des signes. Nous aurons ici, par exemple, 5 supérieur à 3. Là, c'est, voilà, ça, c'est une condition qui est vraie. OK? 5 supérieur, mais 5 inférieur, 5 inférieur ici à 10. C'est aussi vrai également. Maintenant, 5 inférieur à 2, c'est faux. Donc, lorsqu'on a des conditions du genre, voilà, 5 inférieur, 5 supérieur à 3, la condition est vraie. Sinon, 5 inférieur à 2, bon, bah, c'est faux, quoi. Donc, on peut aussi faire des réunions comme des unions de ces conditions-là pour avoir des résultats beaucoup plus complexes. Souvent, dans les applications, on aura à faire ce genre d'opération. C'est-à-dire, si par exemple le nombre est supérieur à 0 et que voilà le nombre est inférieur à 100, fait tel ou ceci, fait telle opération, fait tel calcul, etc., etc. Donc, on a la possibilité de travailler. Il y a aussi l'égalité. Hein. Donc, il y a le 5. L'égalité, souvent, en algorithmie, c'est 2 égales. Dans certains langages de programmation, vous verrez 3 égales. OK? Donc, ça permet ici de représenter une égalité. Tout simplement. Donc, 5 égale à 5, ce qui est vrai. Donc, 5 égale à 4 ici, c'est faux. Donc, ici, je mets vrai, faux. Donc, à chaque fois que vous écrivez des conditions, assurez-vous que ces conditions, en fonction de ce que vous voulez, soient vraies ou faux. C'est-à-dire, enfin, si c'est ainsi que vous voulez faire, donc assurez-vous que la condition que vous écrivez dans le si soit une condition valide afin que vous puissiez rentrer dans la boucle. Si elle n'est pas valide, bon, vous n'allez jamais rentrer dans la boucle au fait. Donc ici, elle est fausse. Donc, comme je le disais, on peut faire des conditions beaucoup plus complexes en faisant des réunions, bien des unions, imbriquées les uns avec les autres. Donc, par exemple, ici, je peux faire, comme en mathématiques, hein, 5 supérieur, hop, 5 supérieur à 3, et je fais ma parenthèse, et ici, ce 1 est inférieur à 5. Voilà. Donc là, par exemple, c'est une condition vraie. Donc, elle, par exemple, c'est une condition vraie. Et une condition vraie parce que le premier élément, il est vrai et que le deuxième élément est vrai. Lorsque le premier élément et le deuxième élément sont vrais, alors lorsqu'il y a le et au milieu des éléments, cela voudrait dire que toute la condition elle est vraie. Mais par contre, lorsque je fais comme ceci, on appelle ça les tables logiques, au fait, les tables logiques. Donc, vous pouvez taper, lorsque là, par exemple, c'est comme ceci, et que c'est l'union, le et qui est entre les deux éléments, ça peut être 3 éléments, 4 éléments, 20 éléments. Hein. Donc, pour que cette ligne-là, soit, pour que, par exemple, toute la ligne, supposons que j'avais un autre élément, pour que toute la ligne soit vraie, il faudrait que chaque élément soit vrai.
C'est ça avec le et logique. Maintenant, avec le et logique ici, lorsqu'un élément est faux, alors, juste parce que l'élément est faux, alors la condition, elle est fausse. Totalement fausse. Parce que là, 5, il est supérieur à 3, ce qui est vrai. Mais 1 n'est pas supérieur à 5. Donc, du coup, elle est fausse. Donc, parce que nous sommes en et logique, l'union, en fait, l'union veut que tous les éléments soient vrais ou tous les éléments soient faux pour que ce soit vrai. Là, comme ça, bah, c'est faux. Mais non, lorsque, en troisième position, ceci, c'est dans ce sens, bah, le premier élément, il est faux. Le deuxième élément, il est faux. Le deuxième élément est faux également. Donc, l'union des deux donne un truc vrai. Voilà. Donc, on a le vrai, dans ce genre de cas, le vrai, on parle de vrai en est logique lorsque un ou deux, un ou plus, un ou un élément sont tous vrais. Mais on parle de, voilà, lorsqu'on parle de, voilà, c'est ce que je disais. Donc, on parle de et logique, on parle de vrai en est logique lorsque au moins, lorsque tous les éléments constitutifs de notre condition sont vrais. Ok? Mais lorsque un élément de notre condition elle est fausse, bah tout est faux. En fait. Mais par rapport au ou logique, par exemple, je prends les mêmes éléments, je sépare ça par un trait d'union, voilà, pas un tiret comme ça. Pour le ou au fait, il faudrait qu'au moins qu'un élément soit vrai. Si un élément est vrai, voilà, le ou logique, voilà, le ou, le ou. Donc je vous laisse réfléchir quelques secondes voilà, pour trouver la réponse. Alors c'est parti. Donc pour le ou logique, au fait, il faudrait qu'au moins qu'un élément soit vrai. Si un élément est vrai dans la condition, alors la condition totale, enfin la ligne elle est vraie. Donc ici, 5 supérieur à 3. Ok, 5 supérieur à 3, ce qui est vrai. Ici, 5, 1 inférieur à 5, ce qui est vrai. Ok, c'est bon. Maintenant ici, 5 supérieur à 3, ce qui est vrai, mais 1 supérieur à 5, ce qui est faux. Donc je disais avec le ou logique, il faudrait qu'au moins un élément soit vrai. Puisque parce que ceci est vrai, le ou fait que, voilà, cette condition est vraie. Donc ici, les deux, voilà, ceci elle est vrai, ceci elle est vrai, donc c'est vrai. Donc, pour récapituler, vous pouvez faire des conditions simples, inférieur, supérieur, ok, égalité. Vous pouvez faire en fait des conditions beaucoup plus complexes, voilà, en ajoutant de et logique ou logique, c'est-à-dire vous prenez deux conditions que vous mettez que vous les réunissez ensemble. Lorsque vous utilisez ici le et logique, il faudrait s'assurer que tous les éléments de ce et logique là soient soit vrais. Voilà, soit vrai. Si un élément est faux, bah la condition est fausse. Nous avons ici le ou logique. Il faudrait qu'au moins un élément soit vrai dans le lot. Si au moins l'élément est vrai, alors c'est bon, tout simplement. Maintenant, dans la pratique, vous devez savoir dans quel cas utiliser le et le ou. Là, c'est beaucoup plus logique. Avec la pratique, cela viendra naturellement. Il y a le dernier opérateur ici que j'aimerais vous parler, c'est l'opérateur non. Le non ici, c'est le contraire au fait d'un élément. Par exemple, lorsque je prends cette condition-là, cette instruction, bon, cette condition, de base, elle est vraie, hein? Mais lorsqu'on fait le nom de ça, lorsqu'on fait le nom de ça, cela voudrait dire que, bon, ok, pour mieux représenter, je ferai ceci. Donc, je fais non, non, de ça. Donc, ça serait faux. Ça serait faux. Parce que le nom ici, il va changer le supérieur, le signe en ceci. Et tac, ça serait faux. Donc, le nom, c'est le contraire. Donc, lorsque vous êtes dans les institutions beaucoup plus complexes comme ceci, par exemple, le nom, lui, son rôle sera de changer. Par exemple, ça, bon, je peux faire copier pour que tu vois clairement le changement. Le nom, en mettant nom. Bon, je mettrai par exemple des crochets pour que tu vois clairement. Donc, si je mets ici
un nom. Donc, ceci va se transformer en, c'était quoi déjà? En supérieur, en inférieur. Ceci va se transformer en ou. Ceci va se transformer en supérieur. Voilà un peu le nom. Donc, lui, son rôle sera tout simplement de transformer au fait les signes et les opérateurs. Donc, ceci 5 n'est pas un faux, donc ça fait faux. Un supérieur à ceci, ce qui est faux également. Et un supérieur à ce qui est faux également. Donc, les deux sont faux, donc ça fait faux. Tout simplement. Voilà. Donc, les amis, c'était un peu le côté théorique, logique de la chose. Donc, c'est vraiment important de mettre l'accent sur ça. Surtout si vous voulez travailler avec des langages de programmation JavaScript et tout. Donc, il faudra savoir que, voilà, parce que vous prenez ici une condition, vous aurez fait ici, voilà, vous avez la syntaxe de base, comme je l'ai dit. Vous avez ici 6 conditions, alors les instructions. Maintenant, pour que nous puissions rentrer dans, quand même, dans notre boucle, dans notre fonction ici, il faudrait quand même mettre en place des conditions. Et cette condition-là, voilà, elle peut être de plusieurs formes. Hein. Elle peut être ici des inférieurs, supérieurs, des égalités, elle peut être des instructions beaucoup plus complexes. Et tout. Donc ça, c'était l'aspect théorique. Donc sans plus tarder, on va prendre un cas beaucoup plus, un cas pratique. On va essayer de pratiquer ensemble et voir un peu le côté vraiment réel, quoi. Donc, donc voilà. Donc ici, ce qu'on va faire, hop, on va pratiquer. Maintenant, dans les vidéos précédentes, j'utilisais ici le logiciel là. Là, c'est un logiciel assez bien, mais pour ce que je vais expliquer, ça ne convient pas forcément. Donc, du coup, je me suis dit que je vais utiliser ici carrément un langage de programmation. Donc, pour les besoins de cette vidéo, je vais utiliser ici le JavaScript. J'irai vraiment simplement. Je vais sur le JavaScript ici et voilà. On va quand même écrire le pseudocode. Puis après, je vais le transcrire en JavaScript pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne concrètement. Avec l'app, je suis vraiment limité avec les instructions et tout. Le but ici, c'est de vous montrer un peu le côté algorithmique de comprendre un peu comment l'algorithme fonctionne, comment on peut agencer les choses, pour que vous puissiez avoir la main pour travailler avec des langages de programmation en fait. Donc l'exercice ici il est très simple. Donc on va écrire un programme. Donc ici écrire un programme qui va te permettre de calculer la température. Température. Ok. Donc écrire ici un programme qui va te permettre de calculer la température en sachant que nous avons du moins du inférieur à 0. Nous avons ici température supérieure ou égale à 0. Et nous avons des températures ici supérieures ou égales à 100 degrés. En sachant que ici, lorsque c'est inférieur à 0, c'est de la glace. Hop, de la glace. Lorsqu'ici, c'est l'état liquide. Et ici, nous sommes à l'état gazeux. Donc, je vous laisse écrire ce programme-là en suivant un peu le schéma ici, en faisant les si, voilà, avec tout ce qu'on a appris avec les variables et tout. Donc, vous pouvez l'écrire, voilà. Sans plus tarder, on va passer à la correction. Donc, moi, ici, je vais utiliser, comme je disais, le JavaScript, mais je vais d'abord écrire le code, le pseudocode, puis après, on va le transcrire en JavaScript. Donc, déjà, ici, je vais créer un nouveau répertoire. Ok, donc je le fais via le terminal cd export cd lab un cas dire de algo cd de algo. Ok, donc ici je crée par exemple un fichier index.html. Malheureusement je suis obligé de faire ça. Malheureusement, oui. Je fais le test. Touche, il y a ici index.js. Bon, tout ce que je fais là, c'est vraiment pas important. Ce qui est plus important pour vous, c'est le code. Donc ici, j'ouvre ça dans VS Code. Donc tout ce que je fais là, c'est pas vraiment important. Le plus important, c'est de comprendre un peu la logique derrière chaque élément. Donc ici, donc moi je vais appeler ici mon fichier JavaScript. On fera, je prépare bientôt une formation JavaScript, donc ne vous inquiétez pas. Donc ici, le but ici, c'est de juste tester dans la console.
le code. Hop. Attendant qu'il charge les éléments. Donc ici, je vais écrire le pseudocode. Donc le pseudocode ici, ok, donc c'est un truc de température. Ok, température. Ok. Si on va commencer, donc ici nous avons trois éléments, nous avons trois états. Donc ici nous avons l'état glace, liquide et solide. Donc voilà les conditions. Donc ici, je vais peut-être déclarer une variable, pas une variable température. Une variable température. Et par défaut, je lui donne par exemple une valeur 55. Ok, ça c'est une variable. Température, je lui donne une valeur 55. Si, si la température est inférieure ou égale à 0, ok, alors, je l'écris en français, hein, donc c'est la logique qui est plus importante au fait. Alors, je vais par exemple afficher, je mets afficher, je vais ici afficher, c'est de la glace. C'est de la glace. Ok. Sinon, donc, j'ai oublié de préciser, avec les structures, les structures conditionnelles, on peut les imbriquer les unes avec les autres. Donc ici, sinon, si, donc là, j'ai imbriqué au fait les si à l'intérieur des si, voilà. Donc sinon, c'est-à-dire, sinon, cela veut dire, lorsque je fais si, température inférieure ou égale à 0, le sinon ici, donc c'est logiquement température ici supérieure à 0. Ok? Supérieur à 0, supérieur ou égal à 0, c'est ça le sinon en fait. Température supérieure ou égale à 0. Ok? C'est ça le sinon. Donc dans mon sinon, si je fais un si de température inférieure à 100, alors en sachant que dans mon sinon en fait, c'est le contraire de ceci. Donc je n'ai plus besoin de le réécrire ici en fait. Sur le sinon, on rentre dans l'élément. Donc ici, je mets tout simplement afficher, hop, c'est du liquide. Hop, c'est du liquide. Et à la fin, le sinon de la fin, cela veut dire que on est dans le temp. Ici, on est dans le temp supérieur normalement à 100. Ok. Bon, je peux le mettre égal, hein. Bon, supérieur à 100. Donc dans le ici, je peux commenter. Voilà, on est dans cette condition là. Temp supérieur, temp supérieur ou égal à 100. Alors ici, je vais afficher tout simplement c'est c'est du gaz. Ok. Et je fais un fin comme ça. Donc pour récapituler, c'est ça. Donc pour faire plus simple aussi, vous pouvez imbriquer les si, vous pouvez faire les aligner trois si. Hein. Si température inférieure à 0, alors si température est supérieure à 0 et inférieure à 100, alors si température est supérieure à 100, alors donc vous pouvez faire trois si. Mais là, c'est pas vraiment optimal parce que voilà, les si non sont là pour quand même optimiser un peu les choses et tout. Donc voilà un peu ce qu'on appelle le pseudocode, le code en français. Voilà, je vais le commenter et je vais l'écrire ici en JavaScript pour qu'on puisse tester, pour que tu vois. Donc ici, je vais mettre ici un let. Bon, ne vous souciez pas vraiment de ce que je vais mettre. Un let de temp avec 55. Voilà. If temp ici inférieur ou égal à 0. Alors, console.log. Hop.
c'est de la glace, de la glace. Else if temp inférieur à 100, hop, console.log, c'est de la, c'est du liquide, c'est du liquide. Le else ici, console.log, hop, c'est du gaz. Donc, on va tester notre code rapidement. Donc, ici, je vais appeler le fichier JavaScript, html5, script, src, je n'ai pas besoin de savoir tout ça. Next. Donc là, je lance mon application. Ok, mon application est lancée. Donc, j'ai tapé 55, je pense. Donc, on doit normalement avoir du liquide. Donc, je vais dans la console ici. Voilà, c'est du liquide. Ok. Si je rentre par exemple ici, si je rentre par exemple ici, moins 55, on aura c'est de la glace. Si je rentre ici 155, c'est du gaz. Alors les amis, voilà, c'était tout pour les instructions, les structures, voilà, les structures conditionnelles. J'espère que vous avez appris pas mal de choses. Donc j'ai quand même pris le temps de quand même d'expliquer pas mal de choses pour que vous puissiez comprendre et tout. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à plus pour de très nouvelles vidéos. Ciao et paix sur vous.